Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 21 avril 2022. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Le programme national FIARIN et le Centre d'excellence en entrepreneuriat ont un objectif commun, celui de soutenir de manière pérenne le développement entrepreneurial à Madagascar et cela à travers des formations de haut niveau adaptées à la réalité du pays et répondant aux attentes des porteurs de projets au niveau local. Ainsi, hier, à travers une signature de convention de partenariat, FIARIN et le centre ont mutualisé leurs efforts en vue de répondre aux besoins des entrepreneurs financés par FIARIN, notamment au niveau technique et dans le cadre des 10 outils de formation initiés par l'OIT et FIARIN. Reportage de Miarvou Lasfer et Nessé Charangenas. Le Centre d'excellence en entrepreneuriat ou le Centre est une ONG visant à soutenir les entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets pour qu'ils réussissent les procédures à suivre pour promouvoir une entreprise. Fort de son expérience, le Centre entend apporter sa contribution dans le développement de l'écosystème entrepreneurial de Madagascar. Partageant les mêmes visions et les mêmes objectifs avec le programme national FIARIN, la collaboration entre les deux entités est née. C'est le résultat du constat évident des besoins des entreprises. Partenariat qui se matérialise par l'octroi d'une série de formations réparties en une formation mensuelle de 90 minutes sur un sujet spécifique en gestion d'entreprise à déployer jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2023, soit une durée de 10 mois. 1000 entrepreneurs financés par le programme FIARIN pourront bénéficier de cette formation. Pour FIARIN, la formation constitue un moyen pour préparer les entreprises de différentes tailles et les structures entrepreneuriales, paysannes et collectives à la pérennisation de leur activité au niveau stratégique et opérationnel. La signature de cette convention de partenariat entre FIARIN et le centre s'est déroulée hier dans l'enceinte de l'ISCAM Nkadfoutsi, suivie d'une séance de réseautage entre les entrepreneurs venus assister à cette cérémonie. Et 5 personnes susceptibles de connaître la vérité sur l'explosion du transformateur d'Indékalek ont été auditionnées. L'enquête se poursuit selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. 80% des enquêtes ont été techniques et ont prouvé qu'il s'agit d'un sabotage selon les explications. La centrale est encore en pleine réhabilitation et selon les prévisions, elle sera à 100% opérationnelle vers le mois de juillet. Reportage signé Oniana Martina sur les images de Zahara Genso. L'enquête est en cours concernant l'explosion du transformateur au sein de la centrale de production d'électricité d'Indékalek, survenue le 2 janvier 2022 dernier. Pour l'instant, 5 personnes ont été auditionnées dans le cadre de cette enquête. Certains sont soupçonnés d'être l'auteur du sabotage, si d'autres pourraient détenir des informations sur cette affaire, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un hasard selon le ministre, car les aspects techniques montrent que l'explosion a été provoquée volontairement. Concernant le redressement de la plus grande centrale de distribution d'électricité de Madagascar, qui est Indékalek, l'électricité produite atteint les 60 MW depuis le mois de mars dernier. Mais le deuxième transformateur rencontre une panne actuellement et les techniciens sont en pleine réparation. L'objectif est qu'Indékalek produise 120 MW d'électricité après la réhabilitation si elle produisait 91 MW auparavant. Cette centrale de production devrait être opérationnelle à 100% d'ici le mois de juillet, selon les prévisions. Et le renouvellement des autorisations d'exploitation des compagnies pétrolières et des entreprises productrices de gaz devrait générer une recette de 19 millions de dollars pour la caisse de l'État malagasy. De plus, le coût des autorisations a connu une hausse comparée au coût d'il y a 10 ans, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. 13 autorisations devront être renouvelées, comme l'a validé le Conseil des ministres d'hier. Toujours un reportage d'Aniana Martina et Nzaranjansu. La société Vitogaz, Galana Raffinerie Terminale, Galana Distribution Pétrolière, Total Énergie Marketing Madagascar, Logistique Pétrolier SA, Jovena Madagascar, Vivo Énergie et Moko, ce sont les 9 entreprises qui œuvrent dans le pétrole et le gaz dans le pays et qui sont concernées par le renouvellement des autorisations d'exploitation.
Il s'agit de 13 entreprises, notamment l'autorisation de stockage pour le transport et la distribution, entre autres. La validité d'une autorisation est de 7 à 10 ans et le coût de ces autorisations a augmenté selon les explications. Le renouvellement de ces autorisations peut générer une recette de 19 millions de dollars pour la caisse de l'État. Dans les actualités sociales, l'État malagasy est en plein dans la prévention de l'invasion des acridiens et de la préparation de la campagne de lutte anti-acridien dans la partie sud de Madagascar actuellement. Puisqu'il s'agit d'une situation d'urgence, l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a fait appel au Royaume du Maroc pour l'approvisionnement en pesticides. Ces derniers sont arrivés et ont été réceptionnés officiellement aujourd'hui à l'aéroport international d'Ivato. Reportage sur les images de Nzara Rangianso. Les acridiens ont déjà envahi une partie de la région du sud de Madagascar, notamment à Mande cette année, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, mais les dégâts restent encore moindres comparés à ce qu'on voit chaque année. Une raison pour laquelle la prévention de cette invasion est urgente pour éviter encore plus de dégâts, surtout lors de la saison des pluies. La FAO, qui assiste dans la lutte anti-acridienne, affirme qu'il s'agit de limiter les dégâts et d'éviter une sévère dégradation de la situation anti-acridienne cette année. Dès leur arrivée au sud sur le terrain, nous allons recommencer les traitements tout de suite dans le but de bien contrôler la situation et d'éviter tout dégât potentiel. Nous y travaillons, le ministre y tient, la FAO y tient. Et tous les partenaires ici réunis y tiennent. Nous allons donc faire de notre mieux. Mais vous savez, nous avons quand même perdu un peu de temps pour des circonstances totalement indépendantes de notre volonté. Un mois et demi pour les criquets, c'est une reproduction exponentielle. Nous avons donc un grand challenge. Dans cette optique de prévention de l'invasion des criquets, Madagascar a besoin de 140 000 litres de pesticides. 60 000 litres de pesticides ont été octroyés par le Royaume de Maroc, dont 40 000 litres sont arrivés sur le sol malagasy, tandis que 20 litres arriveront par voie maritime. Le reste sera fourni par l'État malagasy et le FAO à travers le projet MIONS du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Encore une fois, cette opération s'inscrit, je dirais, dans un objectif de permettre aux paysans de Madagascar de continuer à produire, de relever un défi que nous connaissons au Maroc, que beaucoup de pays d'Afrique connaissent et que Madagascar connaît aussi. Et donc, je pense que cette contribution, ce don du Maroc, viendra s'ajouter aux différents efforts qui sont destinés à lutter. Les 40 000 litres de pesticides octroyés par le Royaume de Maroc sont arrivés à Madagascar hier et la réception officielle s'est tenue aujourd'hui en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, de l'ambassadeur du Maroc et du représentant résident de la FAO à Madagascar. Et concernant les chenilles qui commencent à envahir les cultures dans le sud de Madagascar actuellement, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage affirme qu'il ne s'agit pas de chenilles légionnaires. Néanmoins, les techniciens du ministère sont actuellement en pleine éradication de ces bestioles avec l'aide des autorités locales. Toujours selon les explications, les dégâts causés par ces chenilles ne sont pas encore graves. Ils mangent les feuilles de culture qui peuvent encore se régénérer. Le ministre a affirmé que les pesticides pour l'éradication de ces chenilles sont disponibles à Madagascar et le ministère en a déjà envoyé dans les zones où l'on trouve ces bestioles afin de prévenir l'invasion et de protéger les cultures. HSA ou Homeland Security Investigation, une agence d'enquête du département de l'Intérieur américain, a restitué de fossiles ammonites provenant de Madagascar, importés illégalement en Chine et ramenés aux États-Unis à l'ambassade de Madagascar à Washington il y a quelques jours. Il est à noter que ces fossiles ont été réquisitionnés en 2015 et ce n'est qu'après que les enquêtes sur leur origine ont commencé. Dans la page éducation, une baisse de 7,48% a été constatée pour l'inscription à l'examen officiel du CEPE pour cette année 2022 dans la circonscription scolaire d'Antananarivo. La date d'inscription est déjà clôturée, mais la CISCO avec le ministère continue de recevoir des dossiers particuliers, le but étant de permettre aux enfants malagasy de participer aux examens officiels. Après la pause pascale, les établissements scolaires entament actuellement le 5e et dernier bimestre de l'année scolaire et se concentre désormais sur la préparation des examens officiels. Fiti Merkoufé nous en dit plus.
Les élèves de CM2 débutent actuellement le 5e et dernier bimestre de l'année scolaire et sont donc en pleine préparation de l'examen officiel du CEPE. Le cadet parmi les candidats pour cette année scolaire a 7 ans si le doyen est âgé de 32 ans. Toutefois, le taux d'inscription a connu une baisse considérable comparé à l'année dernière pour la circonscription d'Antananarivo. Si l'année dernière on comptait au total 30 331 élèves inscrits, cette année, les candidats sont au nombre de 28 069. L'on a donc constaté une baisse de 7,48%. Mais la Cisco avec le ministère continue de recevoir des dossiers particuliers pour accorder le droit d'inscription à certains cas, notamment pour ceux dont le retard est peut-être de nature administrative, d'après le chef Cisco. Le taux d'inscription pour l'examen officiel du BEPC a également connu une baisse de 2,48% pour cette année. 26 970 y sont inscrits l'année dernière, si pour cette année, l'on a enregistré 26 301 candidats, dont 10 040 filles et 12 261 garçons. 22 217 candidats ont opté pour l'option A pour cette année scolaire. Les 4 084 sont donc pour l'option B. Le BEPC se tiendra du 4 au 7 juillet 2022. Le cadet des candidats pour le BEPC a 9 ans, si le doyen a 44 ans. L'on a également compté 16 candidats en situation de handicap. Les élèves comme les enseignants sont donc en pleine préparation de l'examen. La circonscription scolaire d'Antananarivo appelle également à la contribution des parents à l'approche des examens officiels. Une ruelle empruntée habituellement par les habitants dans le quartier d'Antananarivo à Pitatavk fait l'objet d'une construction illicite actuellement. Cette voie est complètement bloquée et n'offre plus aucun passage pour les voitures des riverains. Aucun avertissement n'a été donné par le prétendu propriétaire selon les explications. Le maire de la commune affirme que cette construction devrait être démolie car elle est illégale. Reportage de Secharanjena, c'est Antananarivo. Cette ruelle est utilisée par les habitants du Foucontan d'Antananarivo dans la commune d'Pitatavk depuis 1960. Maintenant, elle est complètement barrée. Aucun passage pour les riverains et leurs véhicules à cause de cette construction illicite. Une personne se dit être pourtant propriétaire des lieux. La construction a commencé le 16 mars 2022 et après quelques jours, la maison a pris forme, ce qui a alerté les habitants des environs. Quelques voitures des riverains des environs ont été bloquées, soit à l'intérieur, soit en dehors de cette construction. Selon les explications des habitants, aucun avertissement n'a été émis avant cette construction. Le maire de la commune d'Pitatavk affirme que cette construction sera démolie car il s'agit d'une construction illicite. 3 avertissements seront envoyés aux propriétaires des lieux. Après cela, une homologation sera sortie par la justice avant que la commune ne procède à la démolition, selon les explications du maire. Selon les habitants, ce n'est pas seulement la seule construction illicite sur les lieux. Ils demandent ainsi une prise de responsabilité de la commune pour les autres cas. Et pour clore les informations locales de ce jour, afin d'améliorer les conditions d'accueil des enfants placés dans les centres, les responsables issus de 31 centres d'accueil de 5 régions de Madagascar, sélectionnés par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, ont reçu une formation mise en œuvre par SOS Village d'enfants à travers le projet CAPEM, un projet financé par l'AFD et la Principauté de Monaco. Reportage de Ruth Christelle, Hakout Malal et Yves Janel. Les enfants orphelins ou sans-abri élevés dans les centres d'accueil sont souvent victimes de violences. Toutefois, comme tous les enfants, ils ont besoin d'une meilleure protection. C'est la raison principale du projet QUAPEM ou qualité de l'accueil des enfants à Madagascar. Ce projet s'est déployé autour de 2 objectifs, l'amélioration de la conformité des structures d'accueil en protection de l'enfance aux normes nationales et aux bonnes pratiques internationales, ainsi que la création d'un environnement favorable à la professionnalisation du milieu associatif de la protection de l'enfance à Madagascar. Ainsi, des responsables de 31 centres d'accueil issus de 5 régions de Madagascar, notamment Analamang, Asnanan, Vaknakaraj, Vadvav et Fitvonan, sélectionnés par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, ont reçu une formation mise en œuvre par SOS Village d'enfants. Le projet QUAPEM a duré 4 ans et s'est terminé aujourd'hui. À noter que le projet a été financé par l'AFD et Monaco.
Dans les actualités internationales, au lendemain d'un débat musclé, les deux finalistes de la présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont repartis aujourd'hui sur le terrain pour mobiliser leurs troupes afin de convaincre les indécis à 2 jours de la fin de la campagne électorale. Verdict dimanche soir, France 24. Échange vif sur le fond, mais plus policé sur la forme qu'il y a 5 ans. Un débat qui a débuté avec l'un des principaux thèmes de campagne, le pouvoir d'achat. Les deux candidats se sont notamment opposés sur la question des salaires. L'une ambitionne de les relever de manière pérenne, quand l'autre veut privilégier le versement de primes par les entreprises. Dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banque, ils vous demandent votre salaire. Et ils se moquent des primes. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Mais oui, mais vous n'administrez pas les primes non plus, monsieur Macron. Mais... Puis vient ensuite le sujet de la guerre en Ukraine, un talon d'Achille pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron n'a pas manqué de l'attaquer en faisant référence à un prêt bancaire que le Rassemblement national a contracté en 2014 auprès d'une banque russe. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Je suis une femme absolument et totalement libre. Autre sujet abordé, l'écologie. La candidate d'extrême droite défend son projet de localisme contre le modèle économique basé sur le libre-échange, quand le président sortant l'accuse de nier la réalité du réchauffement climatique. Là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Je ne suis absolument pas climato-sceptique, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Passe d'armes également sur la laïcité et la question du voile. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Il faut interdire le voile dans l'espace public. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Un débat qui a duré en tout 3 heures, durant lequel Marine Le Pen est restée longtemps sur la défensive, face à un Emmanuel Macron dans l'ensemble offensif. Et ce débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen hier a permis à chaque candidat de parler aux Français à 4 jours du second tour de l'élection présidentielle. Selon les sondages, c'est Emmanuel Macron qui a été jugé le plus convaincant. Il se maintient dans les sondages et a conquis ses partisans. France 24. Je trouve que notre président candidat, il a été efficace, réaliste, pragmatique et responsable. Donc nous savons très bien que les sujets sur lesquels moi je m'intéresse le plus, c'est le domaine de l'environnement. À plusieurs reprises, Emmanuel Macron n'a pas lâché, démontré que les prêts qu'a contracté Marine Le Pen en font aujourd'hui une candidate qui est particulièrement dépendante des intérêts du pouvoir russe. Eh bien, moi j'ai trouvé que là-dessus, il avait été extrêmement précis, extrêmement convaincant. Pour moi, il a été très efficace sur la question du pouvoir d'achat, qui est quand même un thème majeur au niveau des Français. Donc il a montré que le programme de Marine Le Pen était inopérant et que, en fait, ça marchait pas, quoi. Et que, en fait, lui, sa solution était bien meilleure, plus efficace, à la fois pour les deniers publics et à la fois pour les Français eux-mêmes. Le Premier ministre britannique est englué dans un scandale à répétition pour avoir participé à de nombreuses fêtes en plein confinement. Aujourd'hui, le Parlement devrait voter une loi pour sanctionner le Premier ministre. France 24. Il voulait tourner la page du scandale du Partygate, mais le voici rattrapé par la crise. La semaine dernière, Boris Johnson a été condamné à une amende pour non-respect des règles anti-Covid lors d'une fête surprise en juin 2020. Face à la Chambre, il a présenté ses excuses. Je profite de cette opportunité en ce premier jour de séance pour réitérer mes excuses sincères à la Chambre. L'opposition réclame sa démission, accusant le Premier ministre d'avoir trompé le Parlement et le peuple en niant à plusieurs reprises avoir enfreint les restrictions. Il ne respecte pas le sacrifice du peuple britannique. C'est un homme sans vergogne. Les députés doivent voter dans les prochaines minutes pour autoriser le comité des privilèges, une commission parlementaire transpartisane, à enquêter sur le sujet. La motion a peu de chances de passer dans une chambre dominée par les conservateurs, mais le vote fait figure de test de loyauté pour les députés de la majorité. Il n'y a qu'une seule question. Le Premier ministre a-t-il délibérément induit la Chambre en erreur? Puis-je demander au Premier ministre s'il a délibérément induit la Chambre en erreur? Depuis des semaines, Boris Johnson se bat pour sortir de cette crise. Selon une récente enquête, les 2 tiers des Britanniques parlent de lui négativement.
le mot menteur étant le terme le plus utilisé pour le désigner. Ce scandale du Partygate pourrait être la crise de trop. Oui, nous avons besoin d'une enquête. On verra bien si quelque chose en sort. C'est le vieux dicton, peu importe pour qui vous votez, le gouvernement s'en sort toujours. Je pense que Boris sera toujours là. Une mauvaise performance des conservateurs aux prochaines élections locales, le 5 mai, pourrait être décisive pour le maintien au pouvoir de Boris Johnson. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.